Salut les furieux. Alors comment ça va? Regardez, ici c'est super. Le printemps est enfin arrivé. Il fait merveilleusement beau. Donc une bonne journée de vol qui s'annonce. Alors j'en profite pour vous recevoir un petit peu en extérieur. Euh, bon, on retournera au garage tout à l'heure sur l'établi. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer les bases de ce qu'il y a à savoir sur les batteries LiPo. Alors on va pas se la jouer, ça va être un tuto vraiment niveau débutant, où je vais essayer de reprendre pour ceux qui arrivent, ceux qui débutent un petit peu dans le loisir, les quelques règles à connaître, les règles de sécurité, ce qu'il faut savoir sur la façon de recharger les batteries, sur la nature de ces batteries, c'est-à-dire leur tension, leur capacité de décharge, etc. Donc des mots qui paraissent un petit peu compliqués, mais vous allez voir, il n'y a rien de difficile. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, malheureusement, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. En plus, vous m'avez posé sur le groupe Génération Drone, vous m'avez posé des questions, des choses que vous voulez savoir. Alors, on va essayer de reprendre tout ça. Et bien on se rejoint tout de suite à l'atelier. Allez, on y va. Bien, alors, une batterie LiPo, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, LiPo, ça veut dire quoi? LiPo, ça veut dire lithium polymère. Alors, des batteries lithium, il y en a de plusieurs types. Les batteries LiPo, lithium polymère, on a aussi des LiFe, des lithium-ion également. Hein. Par exemple, une batterie lithium-ion un petit peu ancienne qui avait l'avantage d'avoir une enveloppe rigide, un petit peu à la façon de grosses piles rechargeables. C'était super solide, par contre super lourd, je vous laisse imaginer. Donc sur les drones, de toute façon, on utilise de façon quasi exclusive du lithium polymère. Alors comment ça s'organise, une batterie lithium polymère? C'est pas bien compliqué. Essayez de vous imaginer un petit peu comment fonctionnent des piles rechargeables. Les piles rechargeables sont des petites piles qu'on recharge et on les additionne quand on veut des tensions un petit peu plus élevées. Alors ici, ça va être exactement pareil. Donc on a des petites batteries, je vais commencer par les plus petites ici, qui sont composées d'une cellule et qui ont une tension de base, qu'on va appeler une tension nominale de 3,7 volts. Alors, c'est pratique, vous voyez, ça se recharge, il y a une petite prise. Le seul petit souci, c'est si vous voulez plus de 3,7 volts, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir les additionner, les monter en série. Si vous prenez deux cellules comme celle-ci, vous obtenez une batterie avec deux cellules qui aura donc une tension, cette fois-ci de base, du double, 2 fois 3,7 volts, c'est-à-dire 7,4 volts. Deux cellules montées en série, c'est ce qu'on appelle une cellule 2S. Donc les fameux S dont on parle pour les batteries, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de cellules qui sont montées en série dans l'AQ, dans la batterie. Alors on dit AQ, on dit batterie, c'est exactement la même chose. Donc ici, des batteries 2S avec deux cellules. Ensuite, et là vous allez voir, on les voit très très bien sur le côté. 1, 2, 3. 3 cellules montées en série. 3 fois 3,7 volts, ça nous fait donc 11,1 volts. Donc c'est la tension de base qu'on appelle la tension nominale de ces AQ 3S. Ensuite, là pour les raceurs, moi j'utilise des batteries un petit peu plus, avec un voltage un petit peu plus important. C'est du 4S, ici, donc 4 cellules, 1, 2, 3, 4, vous voyez. Donc montées en série, 4 fois 3,7 volts, ça nous fait donc 14,8 volts. Donc on a compris sur les batteries, quand vous achetez des batteries, il faut regarder le nombre de S en fonction de votre appareil, qui fonctionne en 1S pour les petits, en 2S, en 3S ou carrément en 4S. Alors, il y a un certain nombre de petites choses aussi à savoir sur les batteries. Alors, on m'a posé souvent des questions, mais alors les S, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a aussi
les milliampères-heure, les mAh, on a les C. Alors, on va reprendre ça depuis le départ. Alors une batterie, il faut se l'imaginer un petit peu comme une voiture. Vous avez tout d'abord sa cylindrée. Alors la cylindrée, c'est tout simplement, vous voyez, une petite cylindrée, c'est-à-dire petite tension, 3,7 volts. Moyenne cylindrée plus importante, ici 11,1 volts. Et les grosses cylindrées, ici 14,8 volts. Ensuite, vous avez l'autonomie, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler la taille du réservoir. Alors vous avez des réservoirs plus ou moins importants. Et ces réservoirs, c'est la capacité, donc la réserve d'énergie de la batterie, elle est exprimée en milliampères-heure, mAh, et c'est indiqué, hein, toujours en gros sur la batterie, ici 350 mAh, celle-ci fait 550 mAh, ensuite en 3S ici, on a du 1300 mAh, 1550 mAh en 4S, et puis on peut avoir des choses un petit peu plus grandes ici, donc 4000 mA, c'est-à-dire 4 ampères heure. Alors 4 ampères heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que un moteur ici qui consommerait 4 ampères pourrait tourner 1 heure alimenté par cette batterie. 4 ampères, c'est quand même pas beaucoup, on en reparlera après. Donc la capacité de ces batteries est exprimée en milliampères-heure. Dernière chose aussi qu'il faut savoir, c'est, on pourrait dire, la puissance de la voiture, le nombre de chevaux. Est-ce que vous avez une batterie puissante ou une batterie au contraire un petit peu pépère? Alors ici, je vais prendre par exemple les petites batteries qu'on trouve sur les H36 par exemple de base. Si on regarde un petit peu cette batterie, ils oublient de nous indiquer le nombre de C. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des batteries très très peu puissantes. Ils doivent faire 10 C maximum, 10, 15 C. C'est-à-dire avec une faible puissance, elles ne vont pas pouvoir se décharger très très rapidement. Je donnerai des chiffres après. Au contraire, ici pour les raceurs, on utilise des batteries avec un haut pouvoir de décharge. Donc vous voyez ici 80 C en continu, c'est-à-dire que si j'utilise mon raceur à fond, il peut délivrer 80 C. Alors 80 C, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, l'unité, le C, 1 C, ça signifie que la batterie va pouvoir au maximum fournir un courant d'intensité qui va être égal à sa capacité. Oh là là, ça c'est bien compliqué. Allez, je prends un exemple simple. Imaginons ici cette batterie de 1500 mAh, c'est-à-dire 1,5 ampères-heure. Si elle faisait un C, elle pourrait me délivrer tout simplement 1,5 ampères. C'est-à-dire qu'elle pourrait juste alimenter un moteur qui ne consommerait pas plus de 1,5 ampères. Si elle faisait 10 C, elle pourrait délivrer 15 ampères. Or, ici, elle fait 80 C, donc vous comptez, 80 fois 1,5, ça fait 80 plus 40, ça fait 120 ampères. Ça veut dire que cette petite batterie ici peut balancer en continu du 120 ampères, et on voit ensuite une seconde valeur qui est 160 C, c'est la valeur en pic, c'est-à-dire que quand je donne un grand coup de gaz, on va pouvoir multiplier ici par 2, c'est-à-dire je vais pouvoir avoir des à-coups à donc j'ai dit 120 fois 2, 240 ampères, c'est juste incroyable. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont tendance à exagérer un petit peu les chiffres. Je pense qu'on peut compter ici sur 50 C en continu et peut-être 80 ou 100 C en à-coup. Donc voilà, donc je résume. Donc les S, c'est le nombre de cellules, tout simplement. Les mAh, c'est la quantité d'énergie qu'on peut mettre dans le réservoir. Et les C, c'est tout simplement la puissance, c'est les chevaux de la batterie. Donc plus une batterie va avoir de C, mieux ce sera. Donc voilà pour les caractéristiques générales de ces batteries. Il faut quand même juste rajouter un petit mot sur les histoires de tension. La tension de base, nominale,
d'une cellule, c'est 3,7 volts. Mais cette tension va varier en fonction de la charge, de l'état de charge. En fin de charge, cette tension va monter à 4,2 volts. Donc, vous comptez, ici 4,2, ici j'aurai 8,4, alors que la tension nominale est de 7,4, etc. Donc ça, c'est le maximum, la tension maximale que vous aurez en fin de charge, dès que vous allez utiliser votre batterie. Puis au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, la tension va baisser. Et attention, parce qu'elle va baisser, mais il ne faut pas qu'elle baisse trop. Parce que ça, c'est la particularité un peu ennuyeuse des batteries LiPo. C'est qu'il ne faut impérativement pas qu'elles sortent de cette gamme de tension. Elles ne doivent pas dépasser 4,2 volts en charge et ne pas descendre en dessous de 3 volts en décharge. Donc on a une gamme d'utilisation extrêmement précise entre 3 volts et 4,2 volts. En dehors de ces plages de tension, il va y avoir des soucis. C'est-à-dire que la batterie risque soit de gonfler, soit de mourir de sa belle mort. Si elle est trop déchargée, elle n'arrivera pas à repartir. Et ce sera terminé, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, et votre batterie sera bonne à mettre au recyclage. Voilà quelques bases pour comprendre un petit peu le fonctionnement des LiPo. Ça fait beaucoup d'informations à absorber, mais à l'usage, ça va aller. On va passer maintenant à des aspects un petit peu plus pratiques, maintenant qu'on a vu la théorie. Allez, on passe à la pratique. Alors, avoir des batteries c'est bien, les utiliser évidemment c'est mieux. Après cette petite explication théorique, voyons un petit peu l'usage qu'on va faire de nos batteries LiPo. Alors des LiPo, vous voyez, moi j'utilise énormément de petites LiPo parce que je suis un fou dingo de petits tiny whoop. Donc j'utilise, alors pour tous les petits jouets, des batteries comme ça, vous voyez, qui sont plutôt du genre bas de gamme. Et je suis amené de plus en plus à acheter des batteries de qualité, ici de la Gaoneng, hein, pour tourner sur des machines un petit peu plus performantes, en 1S. Alors, tout d'abord, une batterie, c'est bien, on l'utilise, mais une fois qu'on a fini de l'utiliser, elle est déchargée, il va falloir la recharger. On va parler un petit peu de chargement. Alors, il y a une règle vraiment essentielle à connaître, c'est que la charge d'un accu va conditionner sa longévité. C'est-à-dire, mieux vous allez charger cet accu, plus longtemps il va vivre, et plus longtemps vous allez pouvoir le conserver. Alors, il faut savoir qu'un accu, ça a une durée de vie qui est limitée, c'est-à-dire ça peut faire entre 100 et 500 cycles de charge, et là tout dépendra de la bonne utilisation que vous allez faire de vos accus. Alors tout d'abord, en termes de charge, comment recharger ces accus? Alors, il y a pour moi une règle qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on va charger à 1C minimum et 2C maximum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, on a dit les C, c'était tout simplement la puissance de la batterie, mais ça va être aussi la puissance de votre chargeur. Alors regardez ici, cet accu fait 1300 mAh. Si je le charge à 1C, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que mon chargeur ici ne délivre pas plus de 1,3 ampères. Ça c'est 1C. Si vraiment je suis pressé, je lui mettrai 2C, c'est-à-dire 2,6 ampères. En théorie, avec 1C, la batterie durera 1 heure, vu que c'est la capacité de mon accu. 1C 1 heure, 2C une demi-heure, etc. Honnêtement, ces batteries-là peuvent supporter peut-être 3-4C en recharge, mais vous allez, au lieu d'avoir 150 ou 200 cycles, vous en aurez 50 ou 60. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, c'est vrai, mais il vaut mieux
prendre son temps. Si vous avez le temps, chargez tranquillement vos batteries à 1C. Ça va pas les tuer de les charger à 2C. Bon. Mais 1C, c'est vraiment l'idéal. Prenez votre temps. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes un peu pressé, montez à 2C. C'est pas grave. Mais plus, il vaut mieux éviter. Il y a ensuite quelques règles pendant la charge à respecter. C'est tout d'abord des règles de sécurité. En effet, pendant la charge, un accu ne doit surtout pas chauffer. Donc vous contrôlez pendant votre charge. Les accus, on les connaît pas quand ils arrivent à la maison. Et puis on va finir par les connaître, savoir certains chauffent un peu plus, certains chauffent pas du tout. Mais il y a quand même des règles. C'est un accu normalement pendant la charge ne chauffe quasiment pas. S'il chauffe, c'est pas bon signe, donc il va falloir le surveiller. En effet, parce que si en charge la température de l'accu dépasse les 50 degrés, il va gonfler, et là on va avoir des petits soucis, on en parlera tout à l'heure avec la sécurité. En stockage d'ailleurs, la température d'un accu LiPo ne doit pas dépasser les 35 degrés. On pourrait dire que les LiPo c'est un petit peu comme le vin, on va surveiller leur température. Les chargeurs. Alors, ici, je vous ai pas mis du gros matériel, volontairement, surtout parce que mon gros chargeur a rendu l'âme la semaine dernière. Il me reste plus que des choses de ce type. Alors, moi j'aurais tendance à dire attention, lorsque vous achetez un chargeur, on n'achète qu'une marque, c'est tout. On n'achète pas de copie chinoise. Alors, je prendrai un exemple simple que vous connaissez, c'est l'exemple du IMAX B6 que vous connaissez peut-être tous, qui ressemble un petit peu à quelque chose comme ça, sauf que ça, vous allez voir, c'est une marque. Alors, le IMAX B6, il est commercialisé, la version normale est commercialisée par Sky RC. Sky RC a produit un très très bon chargeur. Seulement voilà, il a été copié, ratacopié, et maintenant il y a plus de copies que d'originaux. Et beaucoup d'entre vous avez une copie chinoise. Et bien, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est vérifier bien quand même si vos batteries sont bien équilibrées en fin de charge. Vous risqueriez d'avoir des surprises. Le contrôle de la tension sur ces chargeurs copies est souvent très très aléatoire, donc il faut faire attention. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de la charge pour les accus classiques. Alors, vous avez plein de tutos sur les chargeurs. La seule chose, c'est pensez bien à acheter un chargeur, même pas forcément très cher, mais au moins de marque. Ici on a un Dual 6 de chez Xtronic qui est une valeur sûre. Il coûte, je sais pas, il doit coûter 50 balles ce chargeur, mais vraiment il travaille très très bien. Les contrôles de tension sont vraiment très bien faits, et moi je l'utilise depuis des années maintenant. Il n'y a vraiment aucun souci à partir du moment où vous avez une marque. Alors il y a une petite particularité sur laquelle je vais m'arrêter, c'est sur la charge de ces batteries-là, les batteries 1S. Parce que si vous avez un chargeur comme ça, malheureusement ce chargeur commence à 2S. Et beaucoup d'entre vous ont des petits drones avec ce type de batterie qui arrive dedans. Puis parfois on en rachète quelques-unes pour faire plus de vols. Et souvent ces chargeurs sont livrés, ces accus et ces drones sont livrés avec ce type de petits chargeurs. Alors, ça va bien, mais le problème c'est que très rapidement ça abîme les batteries. Alors, une première chose, si vous achetez tout d'abord des lots de batteries, parfois certains arrivent avec ce type de câble. Alors ça, faites-moi plaisir, ça, vous me le balancez à la poubelle, c'est une saloperie. Parce que il n'y a aucun équilibrage au niveau des prises, tout ça est relié à une seule prise, c'est du grand n'importe quoi. Donc ça, à la limite, vous coupez pour récupérer les prises Valkera si vous en avez envie, mais surtout vous ne chargez jamais avec ça, vous les chargez une par une avec ces petits chargeurs, ça fonctionnera, pas super, la charge sera pas top, mais au moins ça a le mérite de bien fonctionner. Alors, si vraiment comme moi, vous êtes un fou de ces petits drones, je vous conseille d'investir là-dedans. Alors ça, c'est depuis que j'ai ça, c'est vraiment merveilleux. Ce chargeur de chez Aokada, je vous mettrai le lien dans la description. C'est juste une merveille. Ça coûte pas grand chose, une quinzaine d'euros de mémoire.
et ça charge ici 6 accus 1S à la fois, avec un contrôle ici sur un petit écran de la tension, de la charge, etc. Tout est contrôlé, et là c'est vraiment de la charge haut de gamme pour les 1S. Si vous pratiquez beaucoup le Tiny avec ces petites batteries, si vous voulez pas les bousiller pour un rien, parce que ça s'use très très vite, franchement investissez là-dedans, vos batteries vous diront vraiment merci. Alors une question aussi qui m'a été posée sur ces petites batteries, c'est les différents connecteurs qu'on a sur ces batteries. Alors c'est pas très compliqué, on en a principalement deux. Voilà, on va les montrer. Voilà. Le premier connecteur, le voici. On le reconnaît ici de profil. C'est la prise Valkera. Donc les prises Valkera qui sont en général sur les accus 1S les plus grands. Donc ici du 350 milli. Par contre, traditionnellement sur les petites 150 milliampères, on a ici ce type de prise. Alors, je sais pas si la mise au point va être super, mais ce type de prise, c'est ce qu'on va appeler des prises JST 1,25 mm de pins. Je sais, c'est un petit peu compliqué, donc JST 1,25 de pins pour tout simplement, c'est exactement des prises d'équilibrage. Vous voyez, vous pourrez presque les mettre ici, les brancher sur... Ah oui, non, évidemment, ici ils sont 1S, donc je ne peux pas brancher sur l'équilibreur. Mais ces JST existent en 2 pins, et c'est exactement le principe des prises d'équilibrage. Donc voilà, donc soit JST, ici 1,25, à pas confondre avec la JST ici de type bec, que vous connaissez peut-être aussi. Et vous avez donc les prises, les connecteurs Valkera. Donc voilà pour les connexions des batteries 1S. Après sur les plus grosses, bon c'est du classique, hein, vous connaissez peut-être ici le connecteur XT60, et puis son petit frère, le XT30. Côte à côte on voit les différences, c'est exactement la même chose, en plus petit, donc XT60 pour les batteries plus importantes. Alors après il y a des choses un petit peu exotiques, là je me lancerai pas dans le nom de ces prises bananes là. Ici c'est pour mon X16. Bon ça cette connectique là je l'ai laissée parce que elle est sur le drone, mais habituellement ça je vire et je mets du XT60 à la place. Donc voilà pour le chargement. Donc quand on charge une batterie, donc on fait bien attention de ne pas charger à plus de 1C. On branche bien ici sa prise d'équilibrage ici sur soit directement les fiches. Alors moi comme je n'aime pas trop passer sur le côté, j'ai carrément une prise déportée, c'est plus simple. Donc on branche la prise d'équilibrage, et je vous expliquerai après dans l'aspect sécurité pourquoi équilibrer ces batteries au moment de la charge, c'est vraiment essentiel. Donc voilà pour la partie chargement. On passe à la partie suivante. Alors voilà la partie qu'en général on attend tous dans un tuto sur les lipos, c'est la partie sécurité. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire exploser de lipo cet après-midi, je ne vais pas mettre le feu à mon atelier, c'est pas l'objectif. Mais on va quand même parler sécurité, on va parler stockage, on va parler également batterie, on voit peut-être pas très bien, on va parler batterie gonflée. Hein. Vous voyez, certaines batteries peuvent se mettre à gonfler, donc est-ce que c'est dangereux les lipos? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il faut que je les stocke dehors dans un abri souterrain, ou est-ce que je peux les garder dans la maison? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, les lipos, faut pas se le cacher, ça peut être dangereux. C'est dangereux juste dans quelques situations bien particulières qui sont au nombre 3. Et 1, 2, 3. La première, c'est tout simplement
la surcharge. Alors la cause de surcharge classique, c'est... en voilà une, vraiment en voilà une typique. Je vous parlais de chargeurs bas de gamme et de copies. C'est du Hobby King et pourtant ça c'est une copie de je ne sais quoi. Ce truc là, ça fait n'importe quoi. Quand vous contrôlez les tensions des cellules en cours de charge, il dépasse allègrement, il vous balance du 4,4 volts dans vos cellules. Donc autant vous dire que pour bousiller et faire péter une lipo, il n'y a pas mieux. Donc le risque, c'est le risque de surcharge lors du chargement de la batterie. Mais cette surcharge, elle peut intervenir aussi lorsque vous utilisez sur votre drone et sur des machines avec des moteurs un petit peu puissants comme ces triple B ici qui sont des petits monstres en 2206, et ben vous risquez d'en demander 3 votre batterie et là vous la mettez aussi en surcharge et donc il y a un risque de gonflement, un risque d'éclatement, un risque d'enflammement. Ça arrive, moi j'ai vu parfois des modèles prendre feu en vol. Bon, ça vous bousille le modèle, mais enfin en tout cas ça fout pas le feu à la maison, c'est pas très très grave. Donc moi je suis plus inquiet en termes de charge, soyez très très attentif aux chargeurs que vous utilisez quand vous chargez des batteries. Bon, c'est pas avec ces petites là que vous allez foutre le feu à la maison, mais faites quand même gaffe aux endroits où vous chargez. Donc premier cas un petit peu sensible, faites attention au moment de la charge, on ne laisse pas des lipos seuls en train de charger. Mais on fait bien attention, on est présent, on laisse pas, on s'en va pas en laissant des lipos chargés, c'est vraiment une règle de sécurité de base, on ne charge pas des lipos dans le canapé, sur le lit, sur le siège de la bagnole, c'est des coups à foutre le feu, donc on fait, vous voyez moi ici, je charge directement sur du médium, et pour des choses un petit peu plus grosses, j'ai ma boîte métallique, j'enferme tout ça là-dedans, je laisse juste sortir le câble en cas d'enflammement. Bon. Les flammes seraient contenues par la boîte et avec le bruit ça me laisserait le temps d'arriver sans foutre le feu à tout le reste. Donc la surcharge. La seconde, c'est classique. Alors là j'en ai pas parce que c'est un truc auquel je fais quand même très attention. C'est lorsque l'enveloppe va être percée. Le risque c'est de percer l'enveloppe et alors on risque d'avoir émission d'hydrogène qui va s'enflammer à l'air et là c'est un peu la catastrophe. Donc ça arrive parfois lors des crashs. Vous avez une lipo, quand le crash est vraiment très très violent, en racer ça arrive bien souvent, la lipo peut s'enflammer, puis là vous perdez votre machine, mais enfin vous n'allez pas y perdre la vie, ni perdre votre maison, c'est pas très très grave. Et la dernière qu'on oublie, parce que, et moi ça j'y suis sensible ici dans mon garage, c'est la chaleur. Je l'ai dit tout à l'heure, les lipos ne doivent pas être stocké à plus de 35 degrés. Voilà. Donc c'est les quelques règles. Alors, si malheureusement on ne respecte pas ces règles, qu'est-ce qui va vite se passer? Vous voyez, regardez là. Votre lipo va se mettre à gonfler. Alors, parfois on se demande si elles sont gonflées. C'est assez simple. Quand elles gonflent, c'est qu'il y a du gaz. Vous appuyez dessus. Si ça fait chboing, chboing, chboing comme ça, c'est que c'est bien gonflé. Donc celle-ci, elle est bien gonflée. Je l'ai gardée, mais je ne vais plus l'utiliser. Bon, moi je les utilise un petit peu gonflées. Quand ça gonfle un tout petit peu, je les utilise, je surveille. Là, elle est vraiment... non, là je vais pas prendre le risque de la mettre dans un modèle. Ça, c'était une batterie sur un planeur. Alors j'ai fait une bêtise en fait sur ces batteries. C'est comme je suis toujours pressé, j'ai tendance à les stocker chargées, mes batteries, ce qui est un dangereux puis deux idiot. Et celles-ci sont restées un hiver stockées chargées, puis elles ont gonflé tout simplement pendant l'hiver. Les batteries d'ailleurs, il faut savoir que les lipos ne sont absolument pas dangereux, sont totalement inertes quand elles sont déchargées. Donc, si on veut s'éviter des ennuis, on les garde déchargées et on ne les charge que pour aller voler. Ça a l'inconvénient de vous obliger à charger toutes vos batteries juste avant la session de vol. Donc vous ne pouvez pas être prêt et puis partir en prenant des lipos déjà toutes prêtes. Mais niveau sécurité, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec une batterie déchargée. Vous pouvez la chauffer, vous pouvez taper dedans, elle n'explosera pas. Le seul risque, vous pouvez même la percer, quand elle est déchargée, elle ne s'enflammera pas.
Par contre, quand elle est chargée, c'est là où elle est dangereuse. On stocke les batteries tout simplement déchargées à peu près 50-60% de leur capacité. Alors comment vérifier leur capacité? Soit après un vol on les recharge pas, hein, tout simplement, soit on va utiliser ce type de petit appareil ici. Alors cet appareil, comment il fonctionne? Tout simplement on va brancher la prise d'équilibrage sur le côté. Voilà, donc c'est connecté. Alors cet appareil, qu'est-ce qu'il doit nous donner comme information? Donc ce petit testeur ISDT est vraiment sans ça. D'ailleurs, je vous conseille, je vous mettrai le lien dans la description. Alors il a un double emploi. Tout d'abord, il va vous tester la tension ici de la batterie, qui est actuellement de 12,17 volts. Et il vous donne également la tension de chacune des cellules et le décalage moyen entre les cellules. 6 millivolts ici, ce qui est remarquable. Donc cette batterie est à peu près bien équilibrée, il n'y a vraiment qu'un tout petit décalage. Alors si vraiment vous avez un décalage plus important, il y a une petite fonction, on appuie là-dessus, donc c'est la fonction balance. Et donc on appuie, et là il va tout simplement repérer les deux cellules les moins chargées et les décharger jusqu'à atteindre la valeur de la cellule la moins chargée, et ainsi donc équilibrer parfaitement la batterie. C'est vraiment un petit appareil génial que j'utilise quasiment tous les jours, ce petit testeur équilibreur, et qui en plus a vraiment un écran qui est vraiment bien. Alors, vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans, hein, ça viendra plus tard quand vous achèterez du matériel, sachant que vous pouvez contrôler la tension de votre batterie avec votre chargeur. Soit il a une fonction qui vous donnera les tensions par cellule, soit vous mettez en charge et vous allez pouvoir observer la tension de chacune des cellules. Et parfois, ben voilà, parce que ça aussi on m'a demandé, et qu'est-ce qui se passe si une de mes cellules a une tension très inférieure, voire n'arrive plus à charger? Et ça, vous allez vous en rendre compte parce que votre chargeur va se mettre en sécurité et va vous dire attention, il y a une cellule qui déconne. Et là, on m'a dit, est-ce qu'on peut la rattraper? Oui, on peut la rattraper, c'est sûr, mais c'est n'importe quoi. Si ça vous arrive, c'est très simple, la batterie, c'est poubelle. Hein. Enfin, quand je dis poubelle, c'est au tri sélectif, hein, soit dans le petit bac dans les magasins pour les accus, les piles, soit vous allez directement à la déchetterie, on va vous les prendre, ils sont retraités. Ne vous amusez pas à les foutre dans de l'eau en les perçant, etc. Vous allez respirer des cochonneries. Il y a des gens qui les recyclent bien, c'est gratuit. Vous les amenez et on vous les prendra. Pensez au passage juste à récupérer vos prises dessus, hein, au prix où ça coûte. Moi je les récupère. Donc faire attention évidemment donc à l'équilibre, et donc on peut contrôler ça. Alors une lipo en fait ça n'est absolument pas dangereux, je vous le disais tout à l'heure, quand elle est stockée, donc à 50%. Elle est inerte. Alors vous allez me dire, bon bah très bien, il n'y a aucun danger, et je peux stocker ça n'importe où, hein, dans ma voiture, dans la boîte à gants. Non. On fait attention. Ne serait-ce que parce que votre assureur, s'il y a le moindre souci, s'il y a un incendie et qu'ensuite vos batteries flambent, ben, il va vous demander, il va dire, ah vous aviez des batteries lipo, vous les stockiez comment? Et ça, il ne va pas vous rater. Si vous ne pouvez pas lui présenter la preuve que vous aviez un stockage sécurisé, et ben votre contrat va tout simplement devenir caduque. Vous allez perdre votre baraque. Donc, que ça serve ou que ça ne serve pas, je sais que certains rigolent bien, disant oui, les solutions de stockage sont un petit peu surdimensionnées, surtout quand on utilise ça. Bon, alors ça c'est plus pour le fun qu'autre chose. J'en ai parlé dernièrement sur le groupe. Hein. C'est tout simplement une boîte de munitions que j'ai vidée ici, dans laquelle je stocke mes principales batteries. En tout cas les plus grosses, au moins. Les petites c'est moins gênant, mais elles y vont quand même. Hein.
Donc ici, il n'y a aucun danger en cas de souci. Hein. C'est une boîte qui résiste à du calibre 7, je sais plus combien. Vous mettez 200 bastos là-dedans, elles peuvent péter, la boîte bouge pas. Alors c'est pas des lipos qui vont la faire bouger. Donc ça c'est pas pour moi, c'est pas pour les batteries, c'est pour mon assureur, pour le faire plaisir. Donc ça, il y a un petit plan sur le groupe hein, pour trouver ça. On trouve ça dans les 15 euros. Puis en plus, je trouve ça assez fun. En plus, ça c'était des boîtes d'occasion, donc elles ont du vécu. Dernière chose niveau sécurité, parce qu'on m'a posé aussi la question, c'est le rodage. Est-ce qu'on doit roder des batteries? J'aurais tendance à dire c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez les garder très longtemps, en très bon état? Est-ce que vous êtes méticuleux? Dans ce cas-là, rodez les batteries. Vous faites quelques vols. Oh, on nous dit, bon, quelques vols, 10, 15 peut-être, en promenade, tranquillement, sans taper dedans. Puis ensuite, alors en fait, moi, ce que je fais, c'est que deux vols en promenade. Et puis ensuite, je mets des petits coups de gaz tranquille pendant 3-4 vols. Et je les utilise vraiment à fond, qu'au bout de 5 ou 6 vols. Honnêtement, un rodage, ça va être utile pour les gens qui vont utiliser ça en compétition parce qu'ils vont sentir la différence. Moi, j'ai jamais vraiment senti la différence au niveau du rodage. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Là, je peux pas vous dire, mais si vous êtes précautionneux, faites-le. On n'est pas pressé, on peut faire 2-3 vols à se promener. Les batteries ne vous remercieront jamais assez de prendre soin d'elles. Voilà, donc, alors moi je sais pas si j'ai répondu à tout ce qu'on m'a demandé. J'avais fait une petite liste, hein, je vous montre, hein, j'avais un pense-bête hein, sur plusieurs pages où j'avais pris des notes hein, que je déroulais au fur et à mesure de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, ou vous venez nous voir, venez vous inscrire sur le groupe Génération Drone, on viendra vous aider, il y a toujours des gens pour vous aider si vous avez des questions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, hein. Un pouce vers le haut, si elle vous a pas plu, n'hésitez pas non plus, hein. Mettez un pouce vers le bas, comme ça moi je comprendrai que il vaut mieux que j'aille voler plutôt que de faire des vidéos. Et puis je termine en faisant un gros bisou à mon compère Jean-François, pour qui je suis vraiment très très content de travailler. Donc il m'accueille hein, pour les tutos sur sa chaîne. Moi ça m'intéresse pas d'avoir une chaîne. On s'amuse bien en donnant un petit coup de main, puis en faisant ces vidéos. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en utilisant, vous savez, les liens d'affiliation, vraiment si vous avez envie. Donc quand on vous met des liens, si vous cliquez dessus, nous on a un petit pourcentage, donc on le dit, hein. Mais bon, c'est vraiment à vous de voir. Je remercie aussi tous les gens qui font vivre le groupe Drone Génération tous les jours. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à grossir les rangs des furieux. Allez, c'est Ken Hutchinson pour JFR 900 Review. À bientôt.